Je m'appelle Marguerite, j'ai 60 ans, et je vis à Lyon depuis maintenant 42 ans. Cette ville a été le théâtre de ma vie entière, de mes joies les plus profondes et de mes douleurs les plus déchirantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire la plus difficile de mon existence, celle qui a failli me détruire mais qui, paradoxalement, m'a aussi libérée. C'est l'histoire de comment j'ai découvert que l'homme avec qui j'avais partagé 38 années de ma vie me trompait, me volait, et me mentait avec une facilité déconcertante. Mais ce qui rend cette histoire particulièrement troublante, c'est la façon dont j'ai tout découvert. Les caméras ont tout enregistré. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment où il pensait être en sécurité dans sa duplicité. Et pendant des mois, je n'ai rien vu, rien soupçonné, aveuglé par un amour qui ressemblait davantage à une prison émotionnelle qu'à une véritable relation. Tout a commencé un mardi ordinaire de septembre dernier. Je me souviens parfaitement de ce jour parce que c'était celui où notre fille Amélie devait venir déjeuner avec nous dans notre grande maison de Fourvière, cette magnifique colline qui surplombe Lyon. Michel, mon mari, avait insisté pour installer un système de caméras de surveillance quelques mois auparavant. Il prétendait que notre quartier n'était plus aussi sûr qu'avant, que plusieurs cambriolages avaient eu lieu dans les environs. J'avais trouvé cela excessif à l'époque, mais je l'avais laissé faire. Après tout, Michel avait toujours eu cette manie de vouloir tout contrôler, tout surveiller. Quelle ironie terrible de découvrir que ces caméras, qu'il avait lui-même installées, allaient devenir les témoins silencieux de sa propre trahison. Ce matin-là, je me suis levée comme d'habitude vers 7 heures. Michel était déjà parti pour son cabinet d'avocat situé dans le quartier de la Pardieu. Il était avocat fiscaliste, une profession qui lui avait permis d'accumuler une fortune considérable au fil des années. Notre maison valait plus de 2 millions d'euros, nous possédions un appartement sur la Côte d'Azur, et nos comptes bancaires étaient bien garnis. Du moins, c'est ce que je croyais à l'époque. Je n'avais jamais vraiment prêté attention aux finances du ménage. Michel s'occupait de tout, et moi, comme une idiote confiante, je signais les papiers qu'il me présentait sans vraiment les lire. Il me disait que c'était pour optimiser nos impôts, pour protéger notre patrimoine, pour assurer notre retraite. Et je le croyais. Pourquoi aurais-je douté de lui ? C'était mon mari, le père de mes enfants, l'homme qui partageait mon lit depuis près de 4 décennies. Ce jour-là, en préparant le déjeuner pour Amélie, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En ouvrant le tiroir de la cuisine où nous gardions habituellement les relevés bancaires, j'ai découvert qu'il était presque vide. Michel avait toujours été méticuleux avec les documents financiers, les classant soigneusement par mois et par année. Mais là, il ne restait que quelques vieux papiers datant de plusieurs années. Les documents récents avaient disparu. Sur le moment, je n'y ai pas accordé trop d'importance. Je me suis dit qu'il avait probablement décidé de tout numériser et de jeter les versions papier. Michel était comme ça, toujours à la pointe de la technologie, toujours à chercher des moyens d'optimiser et de moderniser notre quotidien. Amélie est arrivée vers 12h30. Ma fille, ma petite merveille qui n'avait plus rien de petit avec ses 35 ans, son poste de directrice marketing dans une grande entreprise lyonnaise, et son propre appartement dans le quartier branché de la Croix-Rousse. Nous avons parlé de tout et de rien pendant le repas, de son travail, de ses projets de voyage, de sa vie amoureuse compliquée. Mais j'ai senti qu'elle voulait me dire quelque chose. Elle avait ce regard inquiet que je connaissais si bien, celui qu'elle avait enfant quand elle avait fait une bêtise et qu'elle hésitait à me l'avouer. Finalement, après le dessert, alors que nous prenions le café dans le salon, elle s'est lancée. « Maman, il faut que je te parle de quelque chose. C'est au sujet de papa. » Mon cœur s'est serré immédiatement. Cette simple phrase a fait remonter en moi une anxiété que je ne savais pas que je portais. Comme si, inconsciemment, j'avais toujours su que quelque chose n'allait pas, mais que je m'étais refusée à l'admettre. Amélie m'a alors raconté qu'une de ses amies, qui travaillait dans un restaurant du Vieux-Lyon, avait vu Michel plusieurs fois en compagnie d'une jeune femme. Pas n'importe quelle jeune femme. Une femme qui devait avoir à peine 30 ans, blonde, élégante, et avec qui il semblait très intime. Des dîners aux chandelles, des rires complices, des mains qui se touchent par-dessus la table. Toutes ces petites attentions que Michel ne m'accordait plus depuis des années. Ma première réaction a été le déni pur et simple. J'ai ri, un rire nerveux et artificiel, et j'ai dit à Amélie que son ami devait se tromper, qu'il devait s'agir d'un client ou d'une collègue. Michel avait souvent des déjeuners professionnels, c'était normal dans son métier.
mais Amélie n'a pas lâché prise. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Maman, il l'a embrassée. Mon ami les a vus s'embrasser sur la bouche en sortant du restaurant. Ce n'était pas un baiser professionnel ou amical. C'était le baiser de deux amants. Le monde s'est effondré autour de moi à ce moment précis. Tous les petits détails que j'avais ignorés, toutes les excuses que j'avais acceptées sans broncher, tous les retards inexpliqués et les week-ends de travail soi-disant urgents, tout prenait soudainement un sens différent et terrible. Mais même dans cette douleur naissante, je me suis accrochée à un espoir désespéré. Je voulais des preuves. Je ne pouvais pas condamner mon mari sur la base d'un simple témoignage, aussi crédible soit-il. Amélie a compris ma détresse et m'a proposé quelque chose qui, sur le moment, m'a semblé à la fois invasif et nécessaire. Elle m'a suggéré de consulter les enregistrements des caméras de surveillance que Michel avait installées. Ces caméras couvraient l'entrée de la maison, le salon, la cuisine, et même notre chambre à coucher. Michel avait justifié cette dernière caméra en disant qu'elle permettrait de surveiller les bijoux et objets de valeur que nous gardions dans notre chambre. À l'époque, j'avais trouvé cela un peu excessif, mais encore une fois, je l'avais laissé faire. Les enregistrements étaient stockés sur un serveur cloud auquel je n'avais jamais vraiment prêté attention. Amélie, qui était beaucoup plus à l'aise avec la technologie que moi, m'a aidé à accéder au système depuis mon ordinateur portable. Et c'est là que notre descente aux enfers a vraiment commencé. Les premières heures d'enregistrement que nous avons visionnées ne montraient rien de particulier. Michel rentrant du travail, moi préparant le dîner, nos soirées tranquilles devant la télévision. Mais Amélie a eu l'idée de regarder les journées où j'étais absente, notamment celles où je rendais visite à ma sœur à Paris ou à ma mère dans sa maison de retraite à Villeurbanne. Et c'est là que nous avons commencé à voir. La première vidéo qui a attiré notre attention datait d'un jeudi de juillet, un jour où j'étais partie toute la journée pour accompagner ma mère à un rendez-vous médical important. Sur l'enregistrement, nous avons vu Michel rentrer à la maison vers 14h, ce qui était déjà inhabituel puisqu'il prétendait toujours travailler jusqu'à 19h minimum. Mais il n'était pas seul. Une jeune femme l'accompagnait. Elle était exactement comme Amélie l'avait décrite. Blonde, mince, jeune, terriblement jeune. Elle portait une robe d'été légère et des talons hauts. Ils riaient ensemble en entrant dans la maison, complètement détendus et complices. Michel lui a offert un verre de champagne, du bon champagne que nous gardions pour les grandes occasions, et ils se sont installés dans notre salon, sur notre canapé. J'ai regardé cet enregistrement avec un mélange de fascination horrifiée et de douleur physique qui me tordait l'estomac. Chaque geste de tendresse qu'il avait pour elle, chaque sourire qu'il lui adressait, c'était autant de coups de poignard dans mon cœur. Mais le pire restait à venir. Après une heure de conversation animée dont nous ne pouvions pas entendre les mots puisque les caméras n'enregistraient pas le son, chose que je regretterai toujours, ils se sont levés et se sont dirigés vers notre chambre. Notre chambre. Le lit que nous partagions depuis des décennies. Le sanctuaire de notre intimité conjugale. Amélie a voulu arrêter l'enregistrement à ce moment-là, me disant que j'en avais assez vu, mais j'ai insisté pour continuer. Je devais savoir. Je devais voir l'étendue de sa trahison. Et j'ai vu. J'ai vu mon mari faire l'amour à cette femme dans notre lit, avec une passion et une intensité qu'il ne m'avait plus démontrée depuis des années. J'ai vu des gestes, des positions, une ardeur que je croyais disparue de sa vie. Et j'ai compris à ce moment-là que le problème n'avait jamais été le sexe ou le désir en général. Le problème, c'était moi. Il ne me désirait plus. Il ne m'aimait plus. Peut-être ne m'avait-il jamais vraiment aimé. Amélie pleurait à côté de moi pendant que nous regardions ces images insoutenables. Elle s'en voulait de m'avoir poussée à regarder, mais je lui ai dit que j'avais besoin de cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Nous avons continué à fouiller dans les enregistrements, remontant plusieurs mois en arrière. Et nous avons découvert que ce n'était pas un incident isolé. Cette femme venait régulièrement à la maison pendant mes absences. Une fois par semaine, parfois deux. Toujours les mêmes rituels. Le champagne, les rires, la chambre. Mais ce n'était pas tout. Il y avait d'autres femmes. Pas beaucoup, peut-être 2 ou 3 différentes sur les 6 mois d'enregistrement que nous avons visionnés, mais suffisamment pour comprendre que Michel menait une double vie, ou plutôt une triple vie, depuis un temps considérable. Et la blonde semblait être sa favorite, celle qu'il voyait le plus régulièrement,
Mais les autres femmes montraient que ce n'était pas une simple histoire d'amour ou un coup de foudre tardif. C'était un schéma, un comportement établi et répété. Michel était devenu un homme que je ne reconnaissais pas, un étranger qui portait le visage de mon mari. Mais les révélations de cette journée terrible ne s'arrêtaient pas là. En continuant nos investigations, nous sommes tombés sur un enregistrement particulièrement troublant datant de 3 semaines auparavant. Michel était seul à la maison, enfermé dans son bureau que nous utilisions rarement et où il n'y avait pas de caméra. Mais nous pouvions le voir à travers la caméra du couloir, et surtout, nous pouvions voir ce qu'il transportait. Et elle sortait de son bureau avec plusieurs grosses enveloppes Kraft, visiblement pleines de documents. Il les a emportées dans le garage, hors de portée des caméras. Puis il est revenu 1 heure plus tard, les mains vides. Cette scène anodine en apparence a éveillé la curiosité professionnelle d'Amélie, qui travaillait justement dans un domaine où la gestion documentaire était cruciale. Elle m'a demandé si je savais ce que Michel conservait dans son bureau. Je lui ai avoué mon ignorance honteuse. Je n'étais jamais entrée dans cette pièce, respectant l'espace privé de Michel comme il prétendait respecter le mien. Quelle naïveté monumentale. J'y suis jusqu'à présent. Amélie m'a convaincue que nous devions fouiller ce bureau immédiatement. Michel ne rentrerait pas avant plusieurs heures, nous avions le temps. Mon cœur battait la chamade alors que nous nous dirigions vers cette porte que j'avais si souvent ignorée. La pièce était remarquablement ordonnée, avec des étagères remplies de livres juridiques, un grand bureau en chêne massif, et plusieurs classeurs métalliques verrouillés. Amélie, avec une détermination que je ne lui connaissais pas, a forcé le premier tiroir du bureau avec un couteau de cuisine. À l'intérieur, nous avons trouvé ce qui allait transformer ma douleur émotionnelle en une rage froide et calculatrice. Des documents. Des centaines de documents financiers. Des relevés bancaires montrant des comptes dont je ne connaissais même pas l'existence. Des retraits massifs effectués régulièrement depuis 3 ans. Des virements vers des comptes offshore. Des contrats de vente de propriétés que je croyais encore nôtres. Et surtout, des procurations que j'avais signées au fil des années, me donnant l'autorisation légale de gérer nos biens communs, mais qui avaient été utilisées pour me dépouiller systématiquement. Michel avait vendu l'appartement de Nice sans me le dire, empochant plus de 800 000 euros. Il avait liquidé plusieurs de nos comptes d'épargne communs. Il avait même hypothéqué notre maison de Fourvière pour 500 000 euros, une somme qui avait mystérieusement disparu. À eu total, après plusieurs heures de calculs frénétiques, Amélie a estimé que Michel avait détourné plus de 2 millions d'euros de notre patrimoine commun sur les 3 dernières années. 2 millions d'euros. Une fortune. Notre fortune. L'argent que nous avions économisé ensemble pendant des décennies, le fruit de son travail certes, mais aussi de mes propres sacrifices. Car oui, j'avais travaillé moi aussi, pendant 20 ans comme enseignante avant de prendre ma retraite anticipée pour m'occuper de ma mère vieillissante. Mon salaire n'était pas négligeable, et j'avais contribué significativement à notre patrimoine, même si Michel minimisait toujours ma contribution financière. Mais où était passé tout cet argent ? La réponse se trouvait dans d'autres documents que nous avons découverts dans un tiroir encore plus secret, dissimulé sous un faux fond dans le meuble du bureau. Des reçus de bijouterie pour des montants astronomiques. Des factures de restaurants gastronomiques pour 2 personnes, plusieurs fois par semaine. Des billets d'avion pour des destinations exotiques, toujours pour 2 personnes, pendant les périodes où Michel prétendait être en déplacement professionnel seul. Des relevés de cartes bancaires montrant des achats dans des boutiques de luxe que je ne fréquentais certainement pas. Il dépensait notre argent, mon argent, pour gâter ses maîtresses, pour financer sa vie parallèle, pour construire un monde dans lequel je n'avais pas ma place. Et la pièce la plus dévastatrice était un contrat de location pour un appartement dans le quartier chic de la Presqu'île, au cœur de Lyon. Un 3 pièces luxueux loué depuis 2 ans pour la somme de 2 500 euros par mois. L'appartement était au nom d'une société écran dont Michel était l'unique bénéficiaire, mais les documents montraient clairement qu'il servait de nid d'amour pour lui et la jeune femme blonde que nous avions vue sur les vidéos. Il y avait même des photos de cet appartement, imprimées et rangées dans une chemise. Un intérieur moderne et élégant, décoré avec goût, meublé avec des pièces de designer. Un vrai foyer, complet et chaleureux. Il avait reconstruit une vie entière à mon insu, une vie où je n'existais pas, où je n'étais qu'un fantôme encombrant qu'il devait supporter en attendant le bon moment pour se débarrasser de moi définitivement. Car oui, il y avait aussi ça. Des brouillons de lettres jamais envoyées,
des notes manuscrites qui révélaient ses véritables intentions. Michel préparait notre divorce depuis au moins 1 an. Mais pas n'importe quel divorce. Un divorce où il aurait gardé le maximum d'argent possible en me laissant le minimum légal. Il avait consulté plusieurs avocats spécialisés dans les divorces complexes, cherchant des stratégies pour protéger son patrimoine, pour minimiser la part qui me reviendrait de droit. Il avait même envisagé de me faire déclarer inapte ou de prouver une séparation de fait qui aurait pu jouer en sa faveur. Chaque mot que je lisais dans ces documents était un nouveau coup porté à ce qui restait de mon estime de moi-même et de ma confiance en l'humanité. Amélie était effondrée à côté de moi. Elle pleurait ouvertement maintenant, réalisant l'ampleur de la trahison de son père, cet homme qu'elle avait admiré toute sa vie, cet homme qu'elle croyait intègre et honorable. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Comment n'avais-je rien vu, rien senti? Mais au fond de moi, je savais. Je savais depuis des années que quelque chose n'allait pas. Je sentais Michel s'éloigner progressivement, devenir distant et froid. Mais j'avais choisi de l'ignorer, de me mentir à moi-même, de croire que c'était une phase normale du mariage, que tous les couples traversaient ces périodes difficiles. J'avais normalisé l'anormal, accepté l'inacceptable, parce que j'avais peur. Peur de me retrouver seule à mon âge, peur de perdre mon statut social, peur de devoir reconstruire ma vie après tant d'années passées dans le confort et la sécurité apparente de mon mariage. Cette dépendance émotionnelle que j'avais développée au fil des ans était devenue ma prison. Je m'étais définie uniquement à travers mon rôle d'épouse de Michel, de mère de nos enfants, de gardienne de notre foyer. Qui étais-je sans lui? Cette question me terrorisait, et c'est cette terreur qui m'avait maintenue dans l'aveuglement volontaire pendant si longtemps. Mais maintenant que la vérité éclatait devant moi dans toute sa laideur, je ne pouvais plus me cacher. Je ne pouvais plus faire semblant. Il fallait que j'agisse, que je reprenne le contrôle de ma vie, que je me batte pour mes droits et pour ma dignité. Amélie m'a regardée avec un mélange de pitié et d'admiration quand je lui ai dit que nous allions contre-attaquer. Que nous allions utiliser ces mêmes caméras, ces mêmes documents, pour détruire les plans soigneusement élaborés de Michel. Que nous allions le prendre à son propre piège. La première chose que nous avons faite a été de tout copier. Chaque document, chaque enregistrement vidéo, chaque preuve de l'infidélité et de la fraude financière de Michel. Amélie a passé des heures à numériser, à sauvegarder sur plusieurs disques durs externes et sur des comptes cloud sécurisés. Nous devions nous assurer que Michel ne pourrait pas détruire les preuves une fois qu'il réaliserait que nous savions. Puis, sur les conseils d'Amélie qui avait quelques notions juridiques grâce à son travail en entreprise, nous avons contacté un avocat spécialisé dans les divorces et les affaires patrimoniales complexes. Pas n'importe quel avocat. Nous avons choisi Maître Sophie Bertin, une femme réputée pour sa férocité dans la défense de ses clients et pour son expertise dans les cas de dissimulation d'actifs. Notre premier rendez-vous avec Maître Bertin a eu lieu 2 jours après nos découvertes. Je n'avais pas dormi de ces 2 nuits, oscillant entre la rage, la tristesse, et une étrange forme d'excitation à l'idée de la bataille qui se préparait. Michel ne se doutait de rien. Il continuait sa routine habituelle, rentrant tard du travail, prétextant la fatigue pour éviter toute intimité avec moi, passant ses soirées enfermé dans son bureau ou scotché à son téléphone. Je le regardais maintenant avec des yeux nouveaux, voyant chaque mensonge, chaque manipulation, chaque signe de sa double vie. Comment avais-je pu partager le lit de cet étranger pendant si longtemps? Maître Bertin a été impressionné par la quantité et la qualité des preuves que nous avions rassemblées. Elle nous a expliqué que nous avions un dossier en béton, non seulement pour obtenir un divorce aux torts exclusifs de Michel, mais aussi pour l'attaquer en justice pour détournement de fonds et violation de la confiance conjugale. Les enregistrements vidéo prouvaient l'adultère de façon irréfutable, et les documents financiers montraient un schéma clair de dissimulation et de détournement d'actifs matrimoniaux. Nous pourrions non seulement récupérer ma part légitime de notre patrimoine, mais aussi demander des dommages et intérêts substantiels pour le préjudice moral et financier que Michel m'avait causé. Le plan que nous avons élaboré avec Maître Bertin était d'une précision chirurgicale. Nous allions d'abord geler tous les comptes bancaires communs pour empêcher Michel de continuer à dilapider notre argent. Ensuite, nous lancerions la procédure de divorce en présentant toutes nos preuves d'un coup, sans lui laisser le temps de préparer une défense ou de cacher davantage d'actifs. Nous allions également déposer une plainte pénale pour abus de confiance et escroquerie, des charges qui pourraient potentiellement entraîner des poursuites criminelles contre lui.
Maître Bertin m'a prévenu que le processus serait long et pénible, que Michel n'accepterait probablement pas la défaite facilement, qu'il utiliserait toutes ses compétences d'avocat pour se défendre. Mais elle était confiante dans notre victoire finale. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué à jouer le rôle de l'épouse ignorante et dévouée. C'était la partie la plus difficile de notre plan, cette comédie quotidienne où je devais faire semblant que rien n'avait changé alors que tout avait explosé en moi. Je préparais ses repas, je lavais son linge, je partageais son lit en évitant soigneusement tout contact physique sous prétexte de fatigue ou de maux de tête. Et pendant ce temps, dans le secret, nous continuions nos investigations. Nous avons découvert encore plus de preuves de ses malversations. Des emails échangés avec ses maîtresses, que nous avons réussi à récupérer en accédant à son ordinateur pendant qu'il était sous la douche. Des messages où il se moquait ouvertement de moi, me décrivant comme une vieille femme ennuyeuse et frigide, un boulet dont il avait hâte de se débarrasser. Des conversations où il planifiait son avenir avec la blonde, cette Chloé de 28 ans qui travaillait comme assistante dans un cabinet d'avocats concurrent. Chloé. J'ai fini par connaître son nom, son visage, toute sa vie grâce aux recherches qu'Amélie a menées sur les réseaux sociaux. Une jeune femme ambitieuse qui voyait en Michel non seulement un amant mais aussi un tremplin pour sa carrière. Elle savait qu'il était marié. Elle savait qu'il me volait pour la gâter. Et cela ne semblait pas la déranger le moins du monde. Au contraire, dans certains messages, elle encourageait Michel à accélérer notre divorce, lui disant qu'elle voulait officialiser leur relation, qu'elle voulait pouvoir l'afficher publiquement, qu'elle en avait assez d'être une maîtresse cachée. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Cette femme qui contribuait à détruire mon mariage se plaignait de ne pas avoir suffisamment de reconnaissance. La moralité semblait être un concept qui leur était totalement étranger à tous les deux. Le jour J est arrivé un lundi matin de novembre. Michel était parti au travail comme d'habitude, sans se douter que sa vie allait basculer dans les prochaines heures. À 10 heures précises, Maître Bertin a déposé notre demande de divorce au tribunal de grande instance de Lyon, accompagné d'un dossier de plus de 300 pages contenant toutes nos preuves. Simultanément, elle a initié les procédures pour geler tous les comptes bancaires au nom de Michel et bloquer toute transaction immobilière concernant nos propriétés communes. À 11 heures, un huissier s'est présenté au cabinet de Michel pour lui remettre en main propre la citation à comparaître et une copie de notre dossier. J'aurais aimé voir sa tête à ce moment-là, mais Amélie, qui s'était arrangée pour être à proximité, m'a raconté plus tard qu'il était sorti du bâtiment livide, le visage décomposé, les mains tremblantes. Michel a essayé de me joindre immédiatement, mais j'avais changé de numéro de téléphone sur les conseils de Maître Bertin. J'avais également quitté la maison le matin même, emportant tous mes effets personnels et les objets de valeur sentimentale. J'avais trouvé refuge chez Amélie, dans son appartement de la Croix-Rousse, où je me sentais enfin en sécurité après des mois de mensonges et de manipulations. Michel est rentré à la maison en fin d'après-midi et a trouvé une maison vide et une lettre que j'avais laissée sur la table de la cuisine. Une lettre courte et directe où je lui disais simplement que je savais tout, que les caméras avaient tout enregistré, et qu'il était inutile d'essayer de me contacter. Que toute communication devrait désormais passer par mon avocat. Les jours qui ont suivi ont été chaotiques. Michel a tenté toutes les approches possibles. Il a d'abord essayé la colère, m'envoyant des emails furieux où il m'accusait de l'espionner, de violer sa vie privée, de monter notre fille contre lui. Puis il est passé aux supplications, aux promesses de changement, aux déclarations d'amour tardives et pathétiques. Il jurait que Chloé ne signifiait rien pour lui, que c'était juste une erreur, une crise de la cinquantaine. Il promettait de rembourser tout l'argent qu'il avait pris, de recommencer à zéro, de me consacrer le reste de sa vie si seulement je lui donnais une seconde chance. Mais j'étais imperméable à ces manipulations maintenant. J'avais passé trop de temps à analyser chaque preuve, chaque mensonge, chaque trahison. Je connaissais la vérité sur qui était vraiment Michel, et aucune belle parole ne pourrait effacer cette réalité. Si vous suivez jusqu'à présent, laissez un j'aime pour me soutenir dans cette épreuve. Le processus juridique s'est avéré encore plus révélateur que nos propres investigations. L'avocat de Michel, un de ses collègues qui avait accepté de le défendre malgré l'évidence accablante des preuves contre lui, a tenté plusieurs stratégies de défense. Il a d'abord contesté la légalité des enregistrements vidéo, arguant que Michel n'avait pas consenti à être filmé dans son intimité. Mais Maître Bertin a facilement contré cet argument en démontrant que c'était Michel lui-même qui avait installé ces caméras,
qu'il en connaissait l'existence et l'emplacement, et qu'il ne pouvait donc pas prétendre avoir été filmé à son insu. De plus, dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, les tribunaux français acceptent généralement les preuves d'adultère obtenues par des moyens qui seraient discutables dans d'autres contextes, tant qu'elles sont pertinentes et proportionnées à l'enjeu. Ensuite, l'avocat de Michel a tenté de minimiser l'importance des détournements financiers, prétendant que Michel avait simplement géré notre patrimoine commun de façon maladroite mais sans intention malveillante. Il a essayé de faire passer les retraits massifs et les virements comme des investissements légitimes qui avaient simplement mal tourné. Mais là encore, nos documents étaient trop précis, trop détaillés. Les reçus de bijoux, les factures de restaurant, le contrat de location de l'appartement de la presqu'île, tout prouvait que l'argent avait été utilisé pour des dépenses personnelles sans rapport avec notre vie commune ou avec des investissements légitimes. Et surtout, le fait que Michel n'ait jamais informé sa femme de ces transactions, qu'il ait activement dissimulé ses mouvements de fonds, démontrait une intention frauduleuse claire. Le tournant décisif est venu lors de l'audience préliminaire devant le juge aux affaires familiales. C'était la première fois que je revoyais Michel depuis mon départ de la maison, et l'émotion qui m'a submergée à ce moment-là m'a surprise moi-même. Ce n'était pas de la tristesse ou de l'amour résiduel. C'était du dégoût pur et simple. Cet homme qui se tenait devant moi, les épaules voûtées, le regard fuyant, n'était plus l'homme que j'avais épousé 40 ans auparavant. Ou peut-être l'avait-il toujours été, et j'avais simplement refusé de le voir. Le juge, une femme d'une cinquantaine d'années au regard perçant et au ton autoritaire, a examiné notre dossier avec une attention méticuleuse. Elle a visionné plusieurs extraits des enregistrements vidéo en présence des deux parties, et j'ai vu Michel se tasser encore plus sur sa chaise à chaque image compromettante qui défilait sur l'écran. Quand est venu mon tour de témoigner, j'ai raconté mon histoire avec une voix que je m'efforçais de garder stable malgré les tremblements intérieurs qui m'agitaient. J'ai parlé de ces 38 années de mariage, de ma confiance aveugle, de mes sacrifices professionnels pour soutenir la carrière de Michel et élever nos enfants. J'ai expliqué comment j'avais signé des documents sans vraiment les comprendre, parce que je faisais confiance à mon mari, parce que je croyais que nous formions une équipe. J'ai décrit la douleur de découvrir non seulement l'infidélité, mais aussi la spoliation systématique de notre patrimoine commun. J'ai montré au juge les messages où Michel se moquait de moi, où il planifiait de me laisser le minimum possible lors du divorce. Et j'ai vu dans les yeux du juge une compréhension et une empathie qui m'ont donné la force de continuer. Michel, quand son tour est venu, a tenté une défense pathétique. Il a admis l'adultère, prétendant qu'il traversait une crise existentielle, que le poids des années et la routine du mariage l'avaient poussé à chercher du réconfort ailleurs. Il a parlé de notre vie sexuelle inexistante, comme si c'était une excuse valable pour tromper sa femme avec plusieurs femmes différentes. Il a essayé de se présenter comme une victime de ses propres faiblesses, un homme qui avait fait des erreurs mais qui méritait une seconde chance. Concernant l'argent, il a maintenu qu'il avait simplement mal géré nos finances, qu'il avait paniqué face à certaines pertes d'investissement et qu'il avait pris de mauvaises décisions dans la précipitation. Mais son discours manquait de conviction, et même son propre avocat semblait peu enthousiaste dans sa défense. Le juge a rendu sa décision préliminaire quelques semaines plus tard. Elle accordait le divorce à mes torts exclusifs de Michel, ordonnait le gel immédiat de tous les comptes et propriétés en attendant le partage définitif des biens, et surtout, elle ordonnait à Michel de me verser une pension alimentaire mensuelle substantielle pour couvrir mes besoins en attendant le jugement final. Cette pension était calculée sur la base du train de vie que j'avais connu pendant le mariage, ce qui signifiait que Michel devrait me verser 5 000 € par mois. C'était une victoire importante, mais ce n'était que le début du processus. Le jugement final, avec le partage définitif des biens et la détermination des dommages et intérêts, prendrait encore plusieurs mois. Pendant cette période d'attente, j'ai dû apprendre à reconstruire ma vie. Vivre chez Amélie était réconfortant mais aussi étouffant. À 60 ans, j'avais besoin de mon propre espace, de mon indépendance. Avec l'argent de la pension alimentaire et quelques économies personnelles que j'avais eu la sagesse de garder sur un compte séparé, j'ai loué un petit appartement dans le quartier de Confluence, ce nouveau quartier moderne et vibrant de Lyon. C'était un 2 pièces lumineux avec vue sur la Saône, simple mais confortable. Un nouveau départ dans tous les sens du terme. J'ai meublé cet appartement avec soin, choisissant chaque objet selon mes propres goûts et non plus selon ce qui plairait à Michel ou ce qui conviendrait à l'image que nous voulions projeter. C'était libérateur et terrifiant à la fois. Et la partie la plus difficile de cette reconstruction n'était pas matérielle mais émotionnelle.
Pendant des décennies, je m'étais définie à travers mon rôle d'épouse et de mère. Qui étais-je maintenant que ces rôles n'existaient plus ou avaient radicalement changé? Mes enfants étaient adultes et indépendants. Je n'avais plus de mari. Je n'avais plus de grande maison à entretenir, plus de dîners mondains à organiser, plus de statut social à maintenir. J'étais juste Marguerite, une femme de 60 ans qui devait réapprendre à vivre pour elle-même. Cette perspective me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Sur les conseils d'Amélie, j'ai commencé à voir une psychologue spécialisée dans les traumatismes relationnels et le divorce tardif. Ces séances ont été révélatrices et douloureuses. Ma thérapeute, une femme douce et perspicace nommée Dr Leblanc, m'a aidé à comprendre les mécanismes de dépendance émotionnelle qui m'avaient maintenue dans ce mariage toxique pendant si longtemps. Elle m'a expliqué que ma génération de femmes avait été conditionnée à croire que notre valeur résidait dans notre capacité à maintenir un mariage, à garder notre homme heureux, à sacrifier nos propres besoins et désirs pour le bien de la famille. J'avais intériorisé ces croyances au point de perdre complètement mon identité propre. Michel n'était pas seulement devenu le centre de ma vie, il était devenu ma vie entière. Sans lui, je ne savais plus qui j'étais. Cette prise de conscience a été douloureuse mais nécessaire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant ces séances, pleurant non seulement la perte de mon mariage mais aussi la perte de toutes ces années où j'aurais pu être moi-même. Dr Leblanc m'a également aidé à comprendre que la trahison de Michel n'était pas un reflet de ma valeur en tant que personne. Pendant des mois, je m'étais posé les mêmes questions obsessionnelles. Que avais-je fait de mal? Pourquoi n'étais-je pas suffisante? Qu'est-ce que ces autres femmes avaient que je n'avais pas? Étais-je trop vieille, trop ennuyeuse, trop ordinaire? Ces questions me rongeaient de l'intérieur, détruisant ce qui restait de mon estime de moi. Mais ma thérapeute m'a fait comprendre que les actions de Michel reflétaient ses propres failles, ses propres insécurités, son propre vide intérieur. Un homme heureux et équilibré ne trompe pas sa femme de façon répétée et ne vole pas sa propre famille. Les problèmes de Michel étaient les problèmes de Michel, pas les miens. Je n'avais pas à porter le poids de sa trahison comme si c'était ma faute. Parallèlement à cette thérapie, j'ai commencé à renouer avec des aspects de moi-même que j'avais abandonnés depuis longtemps. J'avais toujours aimé la peinture dans ma jeunesse, mais j'avais arrêté après mon mariage, considérant cela comme un passe-temps frivole qui prenait du temps que j'aurais dû consacrer à ma famille. J'ai donc décidé de m'inscrire à des cours de peinture à l'huile dans un atelier d'art près de chez moi. La première fois que j'ai tenu un pinceau après toutes ces années, j'ai ressenti une émotion indescriptible, un mélange de joie et de tristesse pour tout ce temps perdu. Mais je me suis concentrée sur la joie, sur le plaisir de créer quelque chose de beau avec mes propres mains, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. J'ai également rejoint un club de randonnée pour seniors de Lyon. Chaque week-end, nous partions explorer les magnifiques paysages autour de la ville, du Pilat au Mont du Lyonnais, en passant par les bords du Rhône. La marche en pleine nature était thérapeutique, me permettant de me reconnecter avec mon corps et avec le monde naturel. Et surtout, j'ai rencontré d'autres personnes qui, comme moi, traversaient des transitions de vie difficiles. Certaines étaient divorcées, d'autres veuves, d'autres encore célibataires de longue date. Nous partagions nos histoires, nos peines, nos espoirs, et je réalisais que je n'étais pas seule dans ma souffrance. Cette solidarité féminine, cette sororité que je découvrais tardivement, était incroyablement réconfortante et fortifiante. Pendant ce temps, la bataille juridique continuait. Les enquêtes financières ordonnées par le tribunal ont révélé encore plus de malversations de la part de Michel. Il s'est avéré qu'il avait également contracté plusieurs prêts personnels à mon nom, en falsifiant ma signature sur certains documents. Ces prêts, totalisant plus de 150 000 €, avaient été utilisés pour financer son train de vie extravagant avec Chloé et ses autres conquêtes. C'était non seulement une fraude matrimoniale mais aussi un crime potentiel d'usurpation d'identité. Maître Bertin a immédiatement porté ces nouveaux éléments à la connaissance du procureur, qui a ouvert une enquête criminelle parallèle contre Michel. La situation devenait de plus en plus grave pour lui, et je dois avouer que j'éprouvais une certaine satisfaction à le voir enfin confronté aux conséquences de ses actes. Michel, de son côté, voyait sa vie s'effondrer progressivement. Sa relation avec Chloé n'avait pas survécu au scandale. Quand elle avait réalisé que Michel n'était pas l'homme riche et puissant qu'il prétendait être, mais plutôt un homme endetté et potentiellement poursuivi criminellement, elle l'avait quitté sans ménagement.
Certaines de ses connaissances mutuelles m'ont raconté qu'elle l'avait même menacé de révéler certains secrets professionnels compromettants s'il ne la laissait pas partir tranquillement. Michel avait également perdu beaucoup de prestige professionnel. Dans le milieu juridique lyonnais, tout petit et interconnecté, les nouvelles de son divorce scandaleux et de ses problèmes financiers s'étaient rapidement répandues. Plusieurs de ses clients importants avaient changé d'avocat, ne voulant plus être associés à quelqu'un dont l'intégrité était remise en question. Son cabinet, autrefois prospère, traversait maintenant des difficultés financières sérieuses. Notre fils Julien, qui avait 29 ans et vivait à Paris où il travaillait comme architecte, est venu me rendre visite pendant cette période. Contrairement à Amélie qui m'avait soutenu sans réserve dès le début, Julien avait eu plus de mal à accepter la situation. Il idolâtrait son père, voyant en lui un modèle de réussite et de respectabilité. Apprendre la vérité sur les agissements de Michel avait été un choc terrible pour lui. Pendant notre conversation difficile dans mon petit appartement de Confluence, Julien m'a avoué qu'il se sentait trahi lui aussi, non seulement par son père mais aussi par l'image fausse que toute notre famille avait projetée pendant des années. Il s'en voulait de ne rien avoir vu, de ne pas m'avoir protégé. Je lui ai expliqué que personne n'aurait pu voir, que Michel était un manipulateur expert, que même moi qui vivais avec lui je n'avais rien remarqué jusqu'à ce que les preuves soient indéniables. Cette conversation avec Julien m'a fait réaliser quelque chose d'important. Les actions de Michel n'avaient pas seulement détruit notre mariage, elles avaient également blessé profondément nos enfants, perturbant leur propre conception de l'amour, de la confiance et de la famille. Amélie m'avait confié qu'elle avait du mal à faire confiance aux hommes depuis qu'elle avait découvert la vérité sur son père, que chaque relation qu'elle entamait était empoisonnée par la peur d'être trahie comme je l'avais été. Julien, de son côté, remettait en question toutes ses propres certitudes sur ce qu'était un bon mariage, sur comment être un bon partenaire. Les répercussions de la trahison de Michel s'étendaient bien au-delà de notre couple, touchant toute notre famille et probablement plusieurs générations à venir. Le jugement final est tombé en mai, presque 8 mois après le début de la procédure de divorce. Le tribunal a statué en ma faveur sur pratiquement tous les points. Le divorce était prononcé aux torts exclusifs de Michel, ce qui signifiait qu'il était entièrement responsable de la rupture du mariage. Concernant le partage des biens, le juge a ordonné que tous les actifs restants soient partagés équitablement, mais surtout, Michel devait me rembourser la totalité des sommes qu'il avait détournées de notre patrimoine commun, soit plus de 2 millions d'euros, avec intérêt. De plus, je me voyais attribuer des dommages et intérêts de 300 000 euros pour préjudice moral. Au total, Michel me devait plus de 2 300 000 euros. C'était une somme considérable qu'il n'avait manifestement pas, ce qui signifiait qu'il allait devoir vendre pratiquement tout ce qu'il possédait pour honorer ce jugement. Et la maison de Fourvière, notre ancienne demeure familiale, a été mise en vente. Le produit de la vente, après remboursement de l'hypothèque que Michel avait contractée à mon insu, serait partagé selon les termes du jugement, c'est-à-dire que j'en recevrais la majeure partie. Michel a également dû liquider son cabinet d'avocat, vendre sa voiture de luxe, et renoncer à pratiquement tous les biens de valeur qu'il possédait. L'appartement de la presqu'île où il avait installé Chloé a été libéré, mettant fin au bail coûteux. Michel s'est retrouvé à devoir louer un petit studio dans un quartier modeste de Lyon, une chute spectaculaire pour quelqu'un qui avait vécu dans l'opulence pendant si longtemps. La justice, pour une fois, avait vraiment été rendue. Et si vous êtes toujours avec moi dans cette histoire, je vous en remercie du fond du cœur. Laissez un j'aime pour continuer. Mais au-delà de la satisfaction financière et juridique, c'est la libération émotionnelle qui a été la plus significative pour moi. En voyant Michel perdre tout ce qu'il avait accumulé malhonnêtement, en le voyant confronté aux conséquences réelles de ses actions, j'ai ressenti un poids énorme se soulever de mes épaules. Ce n'était pas de la joie malveillante ou de la vengeance mesquine. C'était simplement la reconnaissance que mes sentiments, mes droits, ma dignité comptaient. Que je n'avais pas tort de me sentir blessée et trahie. Que je méritais mieux que ce que Michel m'avait donné. Cette validation, aussi tardive soit-elle, était cruciale pour ma guérison. Les procédures criminelles contre Michel ont suivi leur cours parallèlement au divorce. L'enquête a révélé que certaines de ses pratiques professionnelles étaient également douteuses, impliquant des conflits d'intérêts et des manipulations de fonds de clients. Le barreau de Lyon a ouvert une enquête disciplinaire, et Michel risquait non seulement des poursuites pénales mais aussi la radiation de l'ordre des avocats. Sa carrière, à laquelle il avait tout sacrifié, y compris sa famille et son intégrité, était en ruine.
Il y avait une certaine justice poétique dans ce dénouement. L'homme qui avait construit toute son identité autour de son statut professionnel et de sa réussite matérielle perdait maintenant les deux. Il se retrouvait dépouillé de tout ce qui lui donnait un sens de sa valeur, forcé de confronter le vide intérieur qu'il avait toujours fui. Amélie m'a raconté qu'elle avait croisé Michel par hasard dans un café de Lyon quelques semaines après le jugement final. Elle m'a dit qu'il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, les cheveux complètement gris, le visage creusé, les yeux éteints. Il lui avait demandé de mes nouvelles, voulant savoir si j'allais bien, si j'étais heureuse. Amélie lui avait répondu froidement que cela ne le regardait plus, que j'avais tourné la page et que je reconstruisais ma vie sans lui. Michel avait alors fondu en larmes dans ce café, devant sa propre fille, pleurant sur tout ce qu'il avait perdu, toutes les erreurs qu'il avait commises. Amélie m'a dit qu'elle avait ressenti un mélange de pitié et de colère en le voyant dans cet état. Pitié pour l'homme brisé qu'il était devenu, colère pour l'homme égoïste et manipulateur qu'il avait toujours été. Quant à moi, je ne ressentais plus grand-chose pour Michel. La haine intense et la douleur déchirante des premiers mois avaient cédé la place à une sorte d'indifférence teintée de tristesse pour toutes ces années perdues. Je ne lui souhaitais pas de mal particulier, mais je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Il appartenait à un chapitre de ma vie qui était définitivement clos. Mon énergie et mon attention étaient maintenant tournées vers l'avenir, vers la construction de cette nouvelle vie qui s'offrait à moi. Une vie où je serais la priorité, où mes besoins et mes désirs compteraient, où je ne serais plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Avec l'argent du jugement et de la vente de la maison, j'avais maintenant une sécurité financière que je n'avais jamais eue auparavant, même pendant mon mariage. Car même si nous avions été riches en apparence, je n'avais jamais eu de contrôle réel sur cet argent. C'était toujours l'argent de Michel, géré par Michel, dépensé selon les décisions de Michel. Maintenant, j'avais mon propre argent, une somme substantielle qui me permettrait de vivre confortablement pour le reste de mes jours sans dépendre de personne. Cette indépendance financière était terriblement libératrice. J'ai décidé d'acheter un appartement plus grand, toujours dans le quartier de Confluence que j'aimais tant, un 3 pièces lumineux avec un balcon donnant sur la Saône. Je l'ai décoré selon mes propres goûts, avec des couleurs vives et des œuvres d'art que j'aimais, créant un espace qui me ressemblait vraiment. J'ai également décidé d'investir dans mes passions et mes intérêts. J'ai transformé la 3e pièce de mon appartement en atelier de peinture, m'équipant de matériel professionnel et consacrant plusieurs heures par jour à créer. Mes œuvres s'amélioraient rapidement, nourries par toutes les émotions intenses que j'avais traversées. Je peignais ma douleur, ma colère, ma libération, ma renaissance. Mes toiles devenaient de plus en plus expressives et personnelles. Mon professeur de peinture m'a encouragé à exposer dans une petite galerie locale, et à ma grande surprise, plusieurs de mes œuvres ont été vendues. Ce n'était pas l'argent qui m'importait, j'en avais suffisamment, mais la reconnaissance que mon travail avait de la valeur, que ma vision créative méritait d'être partagée et appréciée. J'ai aussi commencé à voyager, seul au début puis parfois avec des amis du club de randonnée. Nous sommes allés en Italie, en Espagne, au Portugal. J'ai découvert le plaisir de voyager sans contrainte, de choisir mes destinations selon mes propres envies, de prendre mon temps pour vraiment explorer et apprécier chaque lieu. Pendant mon mariage, nos vacances étaient toujours planifiées en fonction de l'emploi du temps de Michel et de ses préférences. Maintenant, je voyageais pour moi, découvrant que j'aimais l'art de la Renaissance italienne, les petits villages côtiers du Portugal, les marchés colorés de Barcelone. Chaque voyage était une nouvelle découverte, non seulement des lieux mais aussi de moi-même. 1 an après le jugement final, j'ai reçu une lettre de Michel. Une longue lettre manuscrite où il s'excusait pour tout le mal qu'il m'avait fait, où il reconnaissait pleinement ses torts et ses erreurs. Il écrivait qu'il avait commencé une thérapie, qu'il travaillait sur lui-même, qu'il essayait de comprendre comment il avait pu devenir l'homme qu'il était devenu. Il ne demandait pas mon pardon, sachant qu'il ne le méritait pas, mais il voulait simplement que je sache qu'il regrettait sincèrement et profondément ce qu'il m'avait fait subir. Il terminait sa lettre en disant qu'il espérait qu'un jour, peut-être dans de nombreuses années, nous pourrions avoir une conversation civile, ne serait-ce que pour le bien de nos enfants qui souffraient de notre séparation hostile. J'ai lu cette lettre plusieurs fois, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté, mais elle semblait sincère. Michel semblait vraiment être dans un processus de remise en question et de changement. Mais même si sa transformation était réelle, cela ne changeait rien à ma décision. Je ne voulais pas le reprendre, je ne voulais même pas redevenir son ami. Trop de mal avait été fait,
trop de confiance avait été trahie. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, et certaines relations, une fois brisées, ne peuvent être réparées. J'ai répondu brièvement, reconnaissant sa lettre et lui souhaitant bonne chance dans son processus de guérison, mais précisant clairement que je ne souhaitais pas reprendre contact avec lui au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour nos interactions familiales occasionnelles. Nos chemins se sont croisés lors du mariage d'Amélie, 2 ans après notre divorce. Elle avait rencontré un homme merveilleux, un professeur de littérature doux et attentionné qui l'aimait sincèrement et la respectait profondément. Leur mariage était une célébration joyeuse de l'amour vrai, celui basé sur l'honnêteté, le respect mutuel et l'égalité. Michel était présent, bien sûr, il était le père de la mariée. Nous avons réussi à rester courtois l'un envers l'autre pour ne pas gâcher ce jour spécial pour Amélie. Michel était venu seul, apparemment il n'y avait personne de significatif dans sa vie. Il avait l'air plus calme, plus humble, véritablement changé ou simplement résigné à sa nouvelle réalité diminuée. Ceci était la première partie de cette histoire merveilleuse. Si tu veux rester au courant et recevoir la partie 2 pour savoir comment tout cela se termine, commente je veux. Reste attentive aux prochaines vidéos et abonne-toi pour ne rien perdre.